Bonjour à tous, bienvenue dans cette session EHPAD Go, comment l'IA et Azure nous ont permis de créer un Amazon Go en un week-end. Donc là, en fait, c'est la dernière session de la journée, vous en avez pris plein la tête toute la journée. Donc on va être un petit peu en mode démo, safe, vous pouvez vous poser. Et du coup, on va vous parler un petit peu d'un projet qu'on a fait lors d'un hackathon. Alors très rapidement, donc je me présente, Philippe Didier-Georges, donc je suis directeur technique à VersusMind. Et je suis donc accompagné de Christophe. Donc, moi, je suis plutôt tech lead sur la partie .NET Azure, également un peu d'Angular, donc chez VersusMind. Et voilà. Donc VersusMind, très rapidement, on est une boîte, alors on vient de Strasbourg, hein, tous les deux. On est une boîte, du coup, qui a 4 agences, Strasbourg, Paris, Nancy et Luxembourg. Aujourd'hui, on est 120 et on est principalement focus sur les métiers du développement et on a également une petite activité de conseil sur tout ce qui est stratégie digitale, tout ce qui est lié au RGPD, la partie juridique, sécurité, le lead management. Alors donc je vous l'ai dit, on va parler un petit peu d'un projet qu'on a fait lors d'un hackathon. Faut savoir que du coup chez VersusMind, on adore les hackathons, donc on en fait généralement déjà en interne, 2 fois par an. Après, de temps en temps, on profite pour participer à des hackathons publics, mais l'idée à la base, c'est qu'on choisit en fait des technos qu'on a envie d'expérimenter. Et donc en fait, on s'organise un petit hackathon, on choisit nos sujets, et puis on se fait ça généralement sur un week-end. Ça va du vendredi 19h au dimanche 19h. Et voilà, ça nous permet de tous se retrouver, de faire un peu de R&D et du coup de s'abstraire un petit peu de toutes les contraintes qu'on peut avoir en mode projet et juste de profiter, de faire la montée en compétences vraiment un petit peu express et voilà, de tester des choses. C'est très convivial surtout, c'était ça le but. Hein. Ouais. Alors, du coup, pour pouvoir vous présenter un petit peu le projet, on va vous parler un petit peu de ce qui nous a donné l'idée en fait de faire ce projet, qui nous a donné envie de le faire, c'est Amazon Go. Donc Amazon Go, en fait, pour faire très simple, c'est une expérimentation une expérimentation, ça marche. C'est grandeur nature maintenant. C'est en fait un magasin sans caissier qui a été lancé par Amazon tout début d'année. Et qui se base du coup, c'est-à-dire que vous rentrez et du coup ça se base sur des capteurs et de l'IA. Et du coup, ce qui fait que vous pouvez prendre des produits, ressortir, et voilà, vous n'avez pas besoin de passer à la caisse, il sait automatiquement ce que vous avez pris, vous avez votre facture. Donc le mieux, c'est encore qu'on vous montre la petite vidéo qui avait été faite pour Amazon pour présenter le projet à l'époque, et qui nous a donné, nous, l'envie de démarrer notre projet. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Voilà, alors, comme vous avez pu voir à la fin, il y a une adresse, hein. Donc c'est en fait à Seattle qu'ils ont ouvert ce magasin, et du coup j'ai eu la chance de pouvoir aller voir sur place, et effectivement j'ai fait le test et ça marche bien, et surtout j'ai regardé un petit peu partout pour essayer de comprendre comment ça marche. Hop.
Alors du coup, comment est-ce que ça marche? En gros, vous l'avez vu, on l'a vu dans la vidéo, hein, on a le client qui se présente à l'entrée et du coup il est devant un portail qui l'empêche de rentrer. Donc il présente son application, donc il s'identifie grâce à son application, il a son compte Amazon en bipant un QR code. À partir de là, ça c'est ce que j'ai pu voir sur place, en fait c'est qu'il y a tout un réseau de caméras qui filme en continu dans tout le magasin et qui fait de la reconnaissance faciale. Donc, ce qu'on se dit, c'est voilà, on a sur le compte Amazon, ils n'ont pas nos données, notre visage, ils vont pas le conserver, c'est un peu problématique niveau vie privée. Par contre, au moment où je bip, ils vont prendre une photo et en fait m'enregistrer par rapport à mon compte. Et ils disent, ok, cette personne, je vais la suivre, je la reconnais et je sais que c'est relié à tel compte client. Donc, ils l'ajoutent dans la base de clients qui sont à l'intérieur, puisqu'on a plusieurs clients en parallèle, forcément. Et donc à partir de là, le portail s'ouvre. Quand le portail s'ouvre, on découvre ce que je vous disais, tout un réseau en fait de caméras. Donc ils en ont vraiment énormément. C'est-à-dire qu'ils ont des barres avec des caméras tous les 20 cm en gros. Donc bon gros budget. Et donc je m'avance dans le magasin et quand en fait je vais prendre un produit, on a au niveau des tablettes où il y a les produits un capteur de poids. Donc on détecte comme ça qu'on va prendre un produit. Et encore une fois, par rapport à ce produit, on va associer l'action de prendre ce produit à la personne avec la reconnaissance faciale. Et donc à partir du moment où on a reconnu la personne, on va pouvoir mettre ce produit dans son panier, l'associer à son compte. Donc il a son panier qui est mis en live à jour et également le stock, on sait le nombre de produits qui nous restent sur l'étagère. La personne se présente à la sortie et à partir de là, voilà, il sort et en fait on supprime son panier, on sait qu'il est sorti et on lui envoie un email avec le ticket de caisse, avec tous les produits, le temps qu'il a passé, ce qui permet quand même d'être notifié, d'avoir notre ticket, de dire « Ah, merci de votre passage voilà. Et donc, par rapport à ce concept, en fait, on a voulu vraiment monter un projet chez Versus from scratch pendant ce hackathon. Et on a voulu, en fait, on va dire, atteindre plusieurs objectifs. Le premier, concrètement, c'était vraiment de reprendre le concept d'Amazon Go et de l'appliquer en fait à un autre cas de la vie réelle. Donc là, principalement, c'était la médecine et plus précisément dans les EHPAD. Donc, dans les EHPAD aujourd'hui, forcément, il y a une gestion de stock. Souvent, on a besoin de stocker des médicaments, plein de choses, des seringues. Alors, je suis pas sûr, en Belgique, ça s'appelle pareil. Les EHPAD, c'est les maisons pour les personnes âgées, maisons médicalisées pour les personnes âgées. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que du coup, on précise, mais on ne sait jamais. Voilà, donc effectivement, en fait, on a voulu vraiment prouver qu'on était capable avec de l'IA, avec des objets connectés, vraiment de faciliter la vie à ces gens pour justement gérer le stock dans ces maisons médicalisées. Voilà. Il faut savoir qu'effectivement, c'est des organismes qui ont un nombre restreint d'employés. Et du coup, on a vraiment pu échanger avec des personnes qui travaillent là-bas qui nous ont dit effectivement la gestion elle est très manuelle aujourd'hui. Il y en a un qui est responsable du stock, qui va noter toutes les entrées, les sorties, qui est responsable de faire les commandes, notamment tout ce qui est linge propre, qui est une grosse problématique chez eux. Voilà. Et alors du coup, un des autres objectifs en fait qu'on avait par rapport à ça, c'était vraiment en fait de s'éclater en fait, dans le sens où on voulait vraiment en fait utiliser les technos qu'on voulait, vraiment partir sur les dernières nouveautés en termes d'IA. Donc ça on va le montrer un peu plus tard. Et également ne pas se brider par rapport à tel ou tel contexte projet ou quoi. La seule contrainte qu'on avait, c'était le budget. Donc ça c'est partie un peu suivante. Donc clairement, le budget pour nous devait être le plus restreint possible. Aujourd'hui, Amazon, ils ont un budget limité. C'est pour ça qu'ils ont mis des centaines de caméras. Nous, clairement, on est parti sur en fait un scope beaucoup plus restreint au niveau du budget. Et donc on a un petit récap après, on vous le montrera. Au niveau également de la reconnaissance faciale. Donc Amazon, eux, en fait, récoltent constamment des données quand on est dans le magasin, avec plein de caméras, plein de vidéos. Nous, en fait, ce qu'on a simplement fait, c'est de la reconnaissance faciale à chaque moment important dans la phase de traitement du stock. Donc ça, on montrera également après. Au niveau du matériel, nous on est parti sur un minimum de matériel, donc quelques caméras, donc on en a utilisé 3. On avait quelques cartes pour faire la reconnaissance de poids. On avait 2 capteurs, enfin des choses comme ça. On s'est vraiment limité à un matériel simple pour l'instant pour au moins en fait avoir un premier prototype qui fonctionne.
Et ensuite, au niveau en fait du public qu'on visait, ça c'est important également, puisque chez Amazon en fait, ceux qui vont chez Amazon, bah, c'est des gens qui sont déjà un peu habitués de la technologie, qui sont habitués en fait un peu à ce qu'Amazon soit un peu avant-gardiste. Du coup, bah, c'est des gens qui ont déjà un compte Amazon, enfin des choses comme ça. Clairement, nous le public qu'on vise, bah, c'est pas forcément le même public. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas forcément de compte sur une plateforme cloud ou quoi, mais qui se baladent plutôt avec un badge. Donc, par exemple, on est parti sur une authentification en premier lieu avec un badge, justement parce qu'on sait que chaque personnel va avoir son badge, donc on peut s'en servir. Voilà, c'est des choses comme ça. En fait, on a essayé de bouger un peu le focus des personnes qu'on visait par rapport justement à ce projet. C'est ça. En fait, le double challenge, c'est d'un côté de se dire, on va voir si on arrive à faire comme Amazon Go. Déjà, c'est déjà comme Amazon, c'est déjà un bon challenge. Mais en plus, on s'est dit, il faut de toute façon, déjà on n'a pas le même budget, mais de toute façon, si on veut qu'il y ait potentiellement une réalité, derrière du projet, une application, un aboutissement. Il faut que ce soit le plus simple possible, le plus transparent pour les personnes, que vraiment ça leur facilite la vie, mais aussi que ce soit pas cher à exploiter, à mettre en place, parce que si on leur dit, on vous libère une personne pour s'occuper des personnes âgées, mais par contre ça vous coûte 3 000 € par mois, dans le cadre d'un EHPAD, ça ne va pas être réalisable. C'est ça. Et donc à ce moment-là, vous allez me dire, en fait, votre projet il est un peu ric-rac là, budget machin. Et là, vous me direz, en fait, qu'est-ce qui s'y coule là-dedans? Donc c'est là qu'on va rentrer un peu dans le détail. Donc je vais laisser la parole à Philippe là-dessus. Ok, donc on l'a vu quand même, parmi les différents éléments, on a les capteurs, on a un peu tout ça, mais le cœur du système, sans quoi rien ne serait possible, c'est la reconnaissance faciale. Puisqu'elle intervient vraiment à tous les niveaux du processus, en fait, quand on va rentrer, qu'on va prendre des objets. Et donc là, on n'est pas bête non plus, quand on a choisi le projet, on avait vu qu'il y avait parmi les Cognitive Services une API pour ça. Donc, juste pour rappel, ou pour ceux qui ne connaissent pas forcément, si vous n'avez pas entendu parler des Cognitive Services, en fait, c'est tout un ensemble de services d'intelligence artificielle qui sont mis à disposition par Microsoft, du coup, comme des services vraiment SaaS, Azure. Donc, vous avez des API que pour vous permettre à vous, développeurs, qui n'avez pas forcément un profil de data scientist, de spécialiste en IA, d'intégrer de l'intelligence dans vos applications, de façon très simple. Donc en fait, c'est un ensemble de modèles spécialisés d'intelligence artificielle qui sont pré-entraînés, et du coup, vous pouvez très facilement les utiliser. Alors, il y a tout un tas de domaines, par exemple sur la partie langage, un des plus classiques, c'est LUIS, c'est le service qui va vous permettre de faire de la compréhension du langage naturel. Donc on s'en sert dans le cadre de chatbot. Pour comprendre les demandes des utilisateurs. On a aussi tout ce qui est speech, par exemple, pour faire de la reconnaissance du speech to text, ou l'inverse, de la génération de voix par rapport à un texte, de la reconnaissance, par exemple, de l'orateur, etc., etc. On a la partie recherche qui se base en fait sur toute la technologie de Bing. Et donc, on a la partie vision. On a tout un tas d'API qui nous permettent de faire de l'analyse d'images, tout un tas de choses, dont la fameuse Face API. Face Recognition API. Donc là, je vous ai mis un exemple qui illustre vraiment très bien. Vous pouvez le tester en fait quand vous allez sur le site des Cognitive Services dans la partie vision Face Recognition API. En fait, un des services dans cette API le plus simple que vous avez, c'est de lui donner 2 photos d'une personne et qui vous disent oui ou non, c'est la même personne. Donc comme dans tous les systèmes, les modèles d'intelligence artificielle, en fait, il va pouvoir nous donner un résultat par rapport à un certain degré de certitude. Degré de fiabilité qu'on donne ici. Donc là, par exemple, je lui ai donné ces 2 photos, et il est capable de me dire, oui, pour moi, c'est la même personne, et j'en suis sûr à 73%. Du coup, ça, c'est le service de base, mais il y a tout un tas d'autres services qui vous permettent de créer vraiment votre base de visage qui va être capable de reconnaître. Donc ça va se passer en plusieurs étapes, pour le coup. Alors, première étape, vous allez faire ce qu'on appelle un groupe de personnes. Vous allez pouvoir gérer vraiment des groupes, des différentes entités pour regrouper vos personnes. Ensuite, deuxième étape, vous déclarez les différentes personnes que vous avez dans ce groupe. Et enfin, vous allez télécharger des photos pour chacune de ces personnes pour créer la base de connaissances en fait, du modèle. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous lancez l'entraînement du modèle. Donc lui, par rapport à cette structure que vous avez faite et aux photos, il va prendre tout ça, le processer, et il va être capable de dire, maintenant quand vous lui donnez une photo, est-ce que c'est une personne que je connais, et je vais pouvoir te dire lequel c'est. Un point qui est quand même assez important, parce que c'est un des... Alors les Cognitive Services, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé des Cognitive Services. Ok. Alors en fonction de ce que vous avez essayé, il y a des, on va dire, des degrés de précision plus ou moins bons, en fonction du modèle. Là pour le coup, c'est quand même
très performant. Par exemple, le meilleur exemple, c'est que aujourd'hui, quand vous créez un groupe de personnes, vous pouvez l'entraîner à reconnaître jusqu'à 10 000 personnes différentes. Et en fait, il y a une nouvelle, ça fait bientôt 1 an maintenant, mais on a une autre type d'entité qui sont les larges groupes, qui permettent d'aller jusqu'à, je crois que c'est 1 million de personnes. Et en fait, c'est quelque chose qui avait été créé pour Uber, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les chauffeurs Uber, sur leur application, en fait, quand ils prennent leur service, l'application leur demande de prendre une photo. Et c'est ce service-là qui est appelé, qui disent « Ok, c'est bien le chauffeur qui prend son service, donc c'est bon, tu peux démarrer l'application. » Simplement, la limitation de 10 000, c'était trop petit pour Uber, et du coup, ils ont travaillé avec Microsoft qui a développé ce système de large groupe pour aller beaucoup plus loin. C'est vraiment 2 systèmes différents, parce que du coup, le modèle a dû être adapté derrière. Mais du coup, vous pouvez aller très loin, et c'est aujourd'hui utilisé de façon assez large en production. Du coup, une fois que vous avez votre modèle qui est prêt à être utilisé, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Alors, on peut se dire, c'est bien, j'envoie une photo et puis il me retourne automatiquement la personne. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, en soi, dans la photo, vous pouvez avoir un groupe de personnes. C'est-à-dire que je pourrais prendre une photo là et il va me détecter tous les visages. Donc du coup, la première étape, ça va être de faire un premier appel à un service où je lui envoie la photo et il me donne tous les visages qu'il a détectés. Donc pour chacun, il va me remonter la position dans l'image, et il va également me donner un ID. Il va enregistrer ce visage-là dans le service, et il va enregistrer un ID, et du coup, je vais pouvoir faire un deuxième appel pour me dire « Reconnais-moi les faces dont je te donne l'ID ». Et du coup, il va me retourner en fait toutes les personnes, tenter de les reconnaître. Alors, on va faire une petite démo. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai une petite application. Alors, je vais juste la redémarrer, je vérifie que mon serveur tourne bien. Ok. Alors, j'ai une petite application web où je vais utiliser ma caméra pour pouvoir faire la démo, ce sera un petit peu plus simple. S'il veut bien prendre la caméra, c'est mieux. Ok. Caméra front. Ok. Ouh, ça lag. Ok, donc là, on va faire un test. Alors, j'ai fait un petit truc qui me permet de dire, voilà, la liste des employés connus pour le groupe versus Mind. Donc, en fait, ce que j'ai fait, pour essayer de simplifier un peu ces notions d'import, j'ai fait un script qui automatise toute cette création de groupes, d'utilisateurs, d'ajouter les images, d'entraîner. Je me suis fait un petit importer là, qui va faire tout le boulot. Et en fait, il va se baser sur mon blob storage. Donc sur mon blob storage, j'ai hébergé les photos. Donc j'ai un dossier qui correspond à mon entité. Donc il va me créer mon groupe versus Mind. J'ai les noms des personnes et dedans, je vais avoir un certain nombre de photos. Donc là, j'ai déjà pré-entraîné le modèle. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est que si je fais un test, tac, donc là, il va prendre une photo. Il l'envoie au service, du coup ça met un petit peu de temps parce qu'il va vérifier tout le truc. Et là il me répond, j'ai reconnu Philippe, donc ça tombe bien, c'est moi, avec 84% de certitude que c'est bien lui. Par contre on a un petit souci parce que du coup si toi tu viens, pour l'instant le système il ne connaît pas, donc si on reteste, en plus t'apparais en double. Ah en plus. Avec l'écran derrière. Alors là, d'ailleurs, ça a changé. Donc, forcément, il t'a pas reconnu parce qu'aujourd'hui, il te connaît pas. Donc, on va montrer un petit peu comment ça va se passer pour l'entraînement. Donc là, c'est normal, t'étais pas dans ma base d'utilisateurs. Donc, je vais aller dedans. J'ai déjà préparé un dossier avec ton nom et du coup, toutes tes photos. Donc, je vais simplement le glisser-déposer, s'il veut bien. Oui, allez. C'est bon, ça arrive. Ok. C'est parce qu'il est sur batterie qu'il lag ou... Est-ce qu'il l'a pris? Non, il ne l'a pas pris. Allez. Ah, si, ça y est. Wesh, on va sortir les rames. Donc là, en fait, il est en train d'initialiser le chargement des utilisateurs. Enfin, des utilisateurs du coup des images. Alors là, on voit toutes les images. Il les a pris. Q. Alors, on va suivre un peu ce qu'il fait. Ok, tu veux meubler un petit peu pendant Ça prend un peu de temps. Ok, bon, il nous prend un petit peu de temps. Bon, voilà, donc il commence à les charger. Peut-être passer sur le code non, de ton importeur. Voilà, donc on peut aller voir effectivement au niveau de mon importeur. En gros, donc j'ai wrappé un peu toutes ces opérations pour les simplifier. Et j'ai juste fait une petite application console, upload conflict, ouais, parce que forcément... Il avait bien pris la première fois aussi. Okay. Do not upload.
Apply to all. OK. D'accord. Donc là, je suis dans mon importeur et en fait, il va me faire un petit peu toutes les étapes. Voilà, il se connecte au blob. Ensuite, il va aller parser un petit peu toute la structure de dossier, me créer les différents groupes, ajouter les personnes, ajouter les photos. Et à la fin, faire un appel, du coup, une fois qu'il a entraîné le modèle, je vais en plus directement aller en fait, mettre à jour les utilisateurs, parce qu'en fait, quand je vais créer des utilisateurs, il va me générer un ID. Donc, les nouveaux utilisateurs qui ont été ajoutés, je vais aller automatiquement les ajouter dans ma liste d'utilisateurs de mon EPADGO. Donc, comme ça, la personne, en fait, dès qu'on l'a ajouté, il peut accéder au magasin et ça va marcher. Alors, ça a fini de charger. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'appli pour mettre à jour en fait tout mon modèle. Donc là, on va voir dérouler un petit peu tout ce qui se passe. Donc il se connecte au blob. Prends un peu de temps. Bon, je vais essayer de le réveiller un peu en attendant, pendant qu'il bosse. Est-ce que c'est parce que je suis sur batterie ? Je suis en best performance. Allez. Ça sera mieux. Ah, parce que là, on n'est pas sorti sinon. Ok. Bon, alors sinon, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula. Ah, ça va. Bon. Est-ce qu'on a une multiprise ou une rallonge pour... Ah, ça y est. Bon, là, il est parti. Là. Il est parti ? Ouais. Bon, il commence. Bon, il est quand même beaucoup plus long que d'hab. Donc, ouais, mais là, c'est juste la diffusion. Hop, tac, tac. Ok, donc là, il a capté, donc ça y est, il est parti. Il Ouais, a vu toutes les images. Il est en train de faire le clean si jamais il y a d'autres groupes ou d'autres choses qui ont été enlevées. Donc là, le importing people to face API, c'est que donc il va aller charger toutes les photos, lui donner toutes les photos, les liens, pour qu'il puisse ajouter les photos par rapport aux personnes. Et donc ensuite, il va lancer l'entraînement. Il va lancer l'entraînement du modèle. Voilà. Et une fois qu'il a fini l'entraînement du modèle, en fait, il va mettre à jour les utilisateurs sur les EPADGO. Et voilà, et il met un petit message. OK, tout s'est bien passé. Voilà, passez une bonne journée. Donc là, maintenant, on peut refaire le test sur mon appli. Si tu reviens, Christophe. Yep. Déjà, si je mets à jour un petit peu la liste. Voilà, je vois que j'ai Christophe qui est ajouté maintenant dans la liste des utilisateurs. Et donc, si on fait de nouveau un test avec la photo, voilà, cette fois-ci, on est bien détectés tous les deux. Donc, maintenant, Christophe pourra être reconnu par le système et donc pourra pénétrer dans le stock et utiliser notre système. Alors, du coup, je vais te repasser la main. C'est ça. Donc du coup, ça c'est vraiment la partie identification des personnes et comment est-ce qu'en fait on a entraîné ce modèle pour qu'en fait on puisse reconnaître les gens. Là maintenant, je vais vous parler un peu de l'architecture vraiment technique de la plateforme qu'on a mis en place, qui est derrière. Donc déjà, dans un premier temps, ce qui était important pour nous, donc c'était forcément la partie budget. On devait avoir en fait une plateforme qui, quand elle ne fait rien, ne consomme rien. Donc du coup, on est parti sur des services serverless dans Azure, avec des Azure Functions, des services bus, des choses comme ça, ce qui nous permettait de faire en sorte que quand on ne sollicite pas la plateforme, on ne paye rien. Donc ça, c'était déjà extrêmement important pour nous. La partie, on a utilisé de l'Azure Function, donc des services bus, de l'IoT Hub pour la partie objets connectés, et du coup la partie Cognitive Services pour donc du coup la reconnaissance faciale. Juste un petit point par rapport au serverless. Donc, en fait, on s'est orienté vraiment vers une architecture nano-service. Donc, c'est encore plus petit que le microservice. Il y a un petit comparatif de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui un peu dans le paysage d'architecture d'application. Donc, on a toujours le monolithique que tout le monde connaît aujourd'hui, avec vraiment tout impacté dans une seule brique bien forte. Et en fait, pour nous, ça ne pouvait pas convenir en fait, ce genre d'architecture parce qu'on avait besoin, en 48 heures, de déployer quelque chose très rapidement sans forcément en fait, faire attention en fait, à l'infrastructure qui est en dessous, qui est derrière.
Donc typiquement, les Azure Functions, c'est très simple. On écrit un morceau de code, une fonction, on va l'envoyer sur Azure et en fait, automatiquement, Azure va héberger mon petit morceau de code et va le rendre disponible via une API REST. Et donc, c'est même encore plus fin, c'est une granularité encore plus fine que le microservice, parce que le microservice, c'est plutôt un regroupement de services, on va dire fonctionnels, alors que là, non, c'est tout simplement un petit algo que je vais héberger en fait, sur le cloud, que je vais exploiter derrière. Voilà. Donc, du coup, on est parti sur une architecture en nanoservices pour les services cloud, pour, on va dire, la partie matos. Donc là, une petite photo du matos qu'on avait fait, le petit montage qu'on avait fait sur le week-end. Donc en fait, vous voyez que les deux plaques en bois ici, en dessous, en fait, on a vissé le capteur de poids. Donc en dessous des mugs et en dessous des livres. Au milieu, on a l'Arduino qui détecte le changement de poids. Donc avec un petit module Wi-Fi pour pour communiquer avec nos services. Et les caméras qui sont derrière, avec le Raspberry Pi 3 qui est au milieu. Et un Raspberry Pi 2 pour les badges, pour l'entrée dans le stock. Voilà. Donc voilà, donc on avait un petit montage comme ça en fait, et du coup ça nous permettait en fait de tester un petit prototype dans la vie réelle en fait. Du coup, au niveau en fait de l'architecture globale, qu'est-ce qu'on a? Donc on a évidemment, nos objets connectés donc qui sont en bas. On a un Raspberry Pi 2 donc pour le badge à gauche, un Raspberry Pi 3 avec 3 caméras donc pour prendre les photos. Et on a un Arduino pour la différence de poids, donc pour détecter cette différence. Ça, c'est en local. Ça, on peut imaginer ça en fait dans le stock des EHPAD. Côté Azure, donc côté cloud, qu'est-ce qu'on a? On a la partie Cognitive Service, donc que Philippe vous a présenté. On a la partie en fait qui est pour nous en fait le point d'entrée en fait de la plateforme. C'est ici l'IoT Hub. L'IoT Hub va vraiment être le centre névralgique des échanges entre devices et entre cloud. L'IoT Hub, derrière, va rediriger via des services bus les messages qu'on va envoyer vers des Azure Functions qui sont là-haut. Et les Azure Functions, donc, c'est là que contient vraiment en fait, le code de la plateforme, vraiment l'intelligence de la plateforme, qui ensuite va communiquer avec un stockage. Donc, pendant le premier hackathon, on a tenté Cosmos DB en fait, pour voir un peu comment ça réagit, voir comment ça fonctionne, quels sont les avantages, les inconvénients. Lors du deuxième hackathon qu'on a fait il n'y a pas longtemps, on est plutôt parti sur du SQL Server parce que c'était moins cher. Clairement, parce que Cosmos marchait très bien, mais c'était 3-4 fois moins cher, donc on a fait un choix. Alors, juste ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, avec ce système de service bus, du coup, on est complètement asynchrone. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans un appel où le fait de prendre du poids, on va attendre le retour de dire « OK, c'est bon ». On envoie juste un message. En fait, le Arduino, il détecte un changement de poids. Il envoie juste un message pour dire « J'ai détecté un changement de poids sur tel produit. Démerde-toi. Moi, je continue ma vie. » Et du coup, c'est les autres functions qui disent « Ah, ben, dès qu'il y a un message, moi, je l'attrape et je vais le traiter. » Voilà, c'est ça. Alors du coup, dans le process en fait de gestion stock d'un EHPAD, en fait, on a imaginé 3 scénarios. Le premier, c'est la personne en fait veut rentrer dans le stock. Donc dans un premier temps, elle va badger et on va prendre une photo. Donc la prise de photo, appel au Cognitive Services, on détecte quelle personne c'est. Du coup, t'as des coupures. Ouais, une petite coupure. C'est bon, tout. Non, on t'entend plus, je crois. Je crois qu'on m'entend. C'est bon. Ah non. Ok. Sinon. Ouais, c'est la dernière session de la journée. Ok, bon. C'est bon là. Ok. Tout commence à être fatigué. Bref, donc, du coup, donc, on reconnaît la personne. Ensuite, on va demander à la plateforme de créer une session. Donc, mon Raspberry Pi 2 va communiquer avec mon IoT Hub. J'envoie un message. L'IoT Hub dit OK, c'est un message de type création de session. Ça redirige à la fonction qui permet de créer des sessions, et ensuite je mets à jour ma base de données. Voilà, tout simplement. Deuxième process, on détecte en fait un changement de poids, c'est-à-dire qu'une personne dans le stock est venue prendre un objet. D'accord ? Donc l'Arduino va communiquer à l'IoT Hub en disant voilà, tel produit a été soustrait du stock. IoT Hub, redirection vers l'Azure Function, calcul de la différence de poids, etc. On va mettre à jour le stockage. Donc là, on va vraiment mettre à jour le stock. Ensuite, c'est pas fini. Ça veut dire que l'Azure Function, qui a mis à jour le stock, va également demander à mon Raspberry Pi 3 de prendre une photo pour détecter quelle personne, en fait, à quelle personne il faut associer le produit. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait que des messages de type device to cloud, alors que maintenant, c'est un message cloud to device. Donc ça veut dire que ça, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'avec l'IoT Hub de Azure...
Ça va nous couper. Donc avec la IoT Hub de Azure, en fait, on est capable de piloter nos objets connectés, simplement avec des messages. Donc du coup, on arrive sur notre Raspberry Pi 3, on prend 3 photos, on reconnaît une nouvelle fois la personne, et on redemande à l'IoT Hub en fait, de mettre à jour le panier de la personne, enfin le panier courant de la personne qui est dans le stock. Donc retour à l'Azure Function, mise à jour en base de données. Voilà. Donc un peu complexe, mais en tout cas, on arrive en fait à traiter tout ça simplement avec des messages qu'on envoie de device au cloud ou vice-versa. En fait, pourquoi on a autant déconnecté, par exemple, pourquoi le changement de poids ne va pas directement déclencher la photo, c'est parce qu'on dit on veut déjà mettre à jour le stock en live et essayer de prendre une photo. Déjà, on voulait aussi mesurer un peu les performances de tous ces allers-retours, hein, et de se dire, bah, au final, je ne veux pas que mon process reste bloqué parce que si par exemple la personne, on n'arrive pas à la reconnaître ou pour une raison X ou Y, bah, du coup ça ne met pas à jour mon stock. Là au moins on est sûr que le stock est à jour. Après on essaye de l'associer à la personne qui a fait l'action. D'où aussi le fait d'avoir 3 caméras, c'est pour pouvoir avoir différents angles et faire une corrélation un peu par rapport à ce qu'on détecte. C'est ça. Et alors du coup, une fois que la personne elle a fait un peu son petit marché dans le stock, troisième phase, je sors du stock. Donc du coup, rebadge, reprise de photo. On va mettre à jour du coup la session via la IoT Hub à nouvelle fois. On passe par la même Azure Function et on met à jour en fait en base en fait la fin de la session. On met une date, ce qui nous permet en fait de savoir combien de temps la personne a passé dans le stock. Voilà. Donc. Et il y a encore une étape. Et il y a encore une étape à la fin. Ah oui, c'est vrai. On envoie un mail en fait. On envoie un mail à la personne en disant voilà, tu as passé tant et tant de temps dans le stock, tu as pris tant et tant de produits. Donc voilà, donc ce qui permet en fait à la personne d'avoir un récap de tout ce qu'elle a fait dans le stock. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses là-dedans. Donc du coup, je vais passer sur le portail qui est juste ici. Alors, donc là on voit bien. Tac, tac, tac. On va dans les groupes de ressources sinon. Ouais. Alors attends. C'est à gauche. Là, il est. Tac. Ok. Donc je vais aller sur le groupe de ressources. Donc on a créé expressément un groupe de ressources là-dessus et pas de GoV2, c'est celui-là. Donc en fait, on a pas mal de services finalement qu'on a créés dans Azure. Donc on a des Azure Functions, on a du Cognitive Services, on a du IoT Hub. Donc justement, l'IoT Hub, c'est le premier service qui est intéressant que je voulais vous montrer. Donc c'est là en fait, ça, donc, pour rappel, c'est vraiment le centre névralgique des échanges entre vos devices et en fait le service. Donc par exemple, ici, dans la liste IoT Device, en fait, j'ai enregistré mon Arduino, donc pour qu'en fait mon Arduino puisse communiquer avec mon IoT Hub. Donc il est là. Ensuite, on a utilisé la partie IoT Edge de ce service Azure. Et là, je rebondis un peu sur ce que Alan avait dit ce matin pendant la plénière, c'est qu'en fait, on va faire du Computing Edge. Ça veut dire qu'en gros, sur nos Raspberry Pi, on avait installé un agent IoT Edge donc, qui était connecté à mon IoT Hub ici, et en fait, je pouvais lui pousser du code. Je pouvais le mettre à jour en live, je pouvais lui pousser du code, je pouvais contrôler ce qui se passait sur mon Raspberry Pi 3. Et comme il l'avait dit ce matin, en fait, c'est simplement des conteneurs Docker qui vont tourner, et en fait, ce sont des images qui vont être envoyées sur mes objets connectés, donc sur mes Raspberry typiquement. Et du coup, on va pouvoir en déployer des centaines. Voilà. Et donc là, on peut en déployer extrêmement facilement des centaines et des centaines. Donc, on peut également suivre les déploiements qui sont ici. Il y a une petite partie déploiement. Donc là, j'ai rien parce que j'en ai pas lancé. Mais voilà, tout va se retrouver ici en fait. Et on va pouvoir contrôler ces déploiements à partir du portail. Deuxième petite chose intéressante que je voulais vous montrer sur l'IoT Edge, c'est la partie message routing. Donc là, c'est tout simplement le fait de dire, dès qu'un message arrive, vers quel service bus en fait, je vais l'orienter pour que derrière, ma fonction va pouvoir la traiter. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait en fait rajouté une petite propriété sur nos messages qu'on appelait message type. Je sais pas, voilà, qui est ici. On avait dit OK, ici c'est par exemple le message type white message. C'est en fait quand on détecte la différence de poids, donc via le capteur. Donc là, une fois que je suis ici, en fait je vais tout simplement rediriger vers un endpoint qui est un service bus qu'on a intégré ici. Donc qui est ici le service bus queue. Voilà. Tout simplement. Et alors du coup, comme ça, en fait, on va pouvoir orienter tous nos messages vers nos différentes fonctions, parce que sinon, toutes les fonctions vont traiter tous les messages, et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc ça, c'est pour la partie IoT Hub, IoT Edge. Du coup, sur la partie Function App, en fait, ça c'est clairement le centre névralgique de notre plateforme. C'est là qu'on va en fait avoir tout notre code qui va tourner. Donc dans une seule Function App, on a une petite dizaine de fonctions, il me semble. Ça met un peu de temps à charger. Ok, super.
Donc en fait, là-dedans, on va voir toutes les fonctions qui nous permettent de créer et de fermer des sessions, de calculer la différence de poids, de mettre à jour le panier de la personne, voilà. Donc tout ça, c'est là-dedans. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fonction qui va s'exécuter avec un déclencheur. Donc un déclencheur, ça peut être un message dans une service bus qui a été poussé par le Hub, etc., etc. Donc en fait, tout va tourner là-dedans. Et donc du coup, tout va scaler forcément à la demande. Ça, c'est le principe des Azure Functions. Voilà, donc je crois que sur le portail, j'ai fait le tour. Je vais les arrêter. Alors, je vais les arrêter parce qu'en fait, on va vous montrer en local comment ça fonctionne. Pour vraiment rentrer dans les fonctions. C'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, vu que nos fonctions sont abonnées à des services queue qui sont dans Azure, si elles tournent du coup en prod sur le portail et qu'en plus on la fait tourner nous en local, en gros, c'est dès qu'il y a un message qui arrive, c'est le premier qui le chope. Donc, si on veut être sûr que ça passe par chez nous, pour vous montrer, on coupe au niveau du portail. C'est ça. Donc, voilà. Alors du coup, là on est sur une interface web. Alors on a préféré faire une interface web parce qu'en fait, ramener tout le matériel, ça aurait été un peu encombrant déjà. Ensuite, on n'est pas sûr en fait de la fiabilité de la chose non plus, puisque en fonction de la luminosité, les caméras ne sont pas non plus les caméras qu'on a ici sur les portables. Donc en fait, on a préféré faire une interface web qui va simuler en fait les interactions des objets connectés. Voilà. C'est plus facilement transportable plus facile que tout le... C'est clair. Alors, d'abord, moi je vais commencer. Donc je vais créer ma session. Donc, je vais prendre une photo. Tac. Donc là, il va me reconnaître et en fait, il va me récupérer l'ID qui a été précédemment synchronisé avec ce que Philippe vous a montré. Donc là, je rentre dans le code de la function qui a été déclenchée avec un service bus. Et là, je suis en mode Enter parce que je rentre dans le stock. Et donc, du coup, je vais créer en fait ma session avec le user ID qui est ici. Ce user ID, en fait, il vient du Cognitive Services que Philippe a précédemment montré. Et du coup, qui a été synchronisé à la fin de l'apport. Donc du coup, je continue. Parfait. Tac, tac, tac. Bah, du coup, moi, je vais rentrer aussi. Vas-y. Je te laisse rentrer dans le stock. Ah, c'était en haut à gauche. Ah, j'ai fait le test. Ouais, j'ai fait le test. Voilà. Ok. Créer session. Je rentre dedans, donc je repasse. Tac, très bien. Ok, donc là, il me dit bien, hop, je descends, on voit du coup prise de photo, il m'a reconnu, envoi des informations, session créée avec succès. Ok, donc là, on est tous les deux dans le stock. Tous dans le stock. Donc, du coup, moi, j'ai besoin d'un mug. Voilà, parce que mon besoin aujourd'hui, c'est de prendre un mug. Donc, je vais prendre ce mug. Ce mug, automatiquement, on va déjà mettre à jour le stock. Donc là, ici, on voit stock mis à jour avec succès. Et ensuite, je vais prendre 3 photos. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Prise de 3 photos. Et ensuite, je vais mettre à jour mon panier. Donc du coup, je rentre dans une autre fonction qui est déclenchée également par un service bus. Alors juste là, en fait, ce qui s'est passé, donc on a le message de wait change qui est passé par la UTHub, qui a été transmis dans le service bus. La function du coup qui doit gérer ça, le wait change, l'a pris en charge, a calculé combien de produits ont été pris par rapport au prix unitaire et la différence de poids qu'on a capté. On a mis à jour le stock et là on a mis un autre message dans une service bus qui repasse par l'IoT Hub et du coup qui est écouté par le Raspberry Pi qui dit ah je dois prendre 3 photos. Donc, paf, je prends 3 photos. Voilà. Et donc vous avez vu en fait la rapidité, c'est quand même assez rapide, le temps de prendre les 3 photos. Donc en fait là on a clairement fait un aller-retour sur notre plateforme cloud en mettant à jour en plus le stock et en revenant en fait sur notre interface web. Donc en fait c'est quand même extrêmement rapide. Et du coup en fait ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau du résultat là, les candidates qui sont retournés, on est déjà passé par une autre function qui gère le fait d'avoir les 3, de reconnaître sur les 3, de faire la reconnaissance sur les 3 photos. Et du coup, je vois pour chaque personne l'ID, le degré de confidence qui est moyen et le nombre de photos où il a été trouvé aussi, parce que ça va nous servir pour faire la corrélation. C'est ça. Donc du coup, là, donc c'est moi qui ai pris un mug et donc les 3 photos me concernent. Donc j'ai trouvé une personne et en fait, c'est mon ID qui est ici. Donc du coup, je vais tout simplement associer le produit à la personne. Oui, ça c'est facile puisqu'au final, on n'a qu'une personne sur les photos. Alors, petit aparté, là je tombe une deuxième fois là-dedans parce qu'en fait, comme je suis en debug, ça met un peu de temps. Et en fait, il y a un mécanisme automatique dans Azure pour rejouer les messages. Donc je retombe dedans, soit. Plusieurs fois, 3 fois. Oui, parce qu'à chaque fois, il attend. Donc là, je mets à jour en base, plusieurs fois. Plein de produits, soit, c'est pas grave, hein. On fera avec. En fait, il y a une durée de validité pour les messages pour être sûr que ça ne tombe pas en... Il met un lock et au bout d'un moment, il lève le lock et il relance l'Azure. C'est ça. Function. Donc forcément, quand on vous montre, ça passe 3 fois. Voilà. Et donc, là, on va faire un essai. Alors du coup, moi, je me mets un peu plus près. Et moi, je me mets un peu de côté. Donc là, en fait, si on fait ça, prendre un mug.
Donc on attend un petit peu, il va voilà, donc il reprend les 3 photos. Et on va retomber dedans, cette fois-ci, candidates. Il en a trouvé qu'un. J'en ai qu'un. Bon, alors, c'est pas grave, t'étais peut-être un peu trop de côté. C'est pas grave. Ouais, bon, voilà. Donc si on en a plusieurs, on va quand même faire le test de voir celui qu'on a vu plusieurs fois. Bah, on a vu de toute façon que ça marche avant. Et du coup, par rapport au degré de certitude. Vas-y, on refait quand même. Allez, on refait. On a un peu de temps. Non. Voilà. Donc on peut rester comme ça. Je prends un mug. C'est bon, il l'a pris. Ok. Les photos. Bon, là, il devrait être détecté quand même. Alors, candidate.length, cette fois-ci, on en a bien 2. Mais du coup, ce qu'on peut voir, c'est que, bah voilà, là, il en a détecté un avec 86% de certitude et il est sur 3 photos. Et là, bon, tu seras aussi sur 3 photos, mais qu'avec 76%. C'est ça. Donc, du coup, il y a fort à parier. Normalement, c'est moi qui l'ai mieux reconnu. Et du coup, donc, il ajoute à mon panier. C'est ça. Et si on fait le cas où il n'y a personne? Ah, si on fait le cas où on n'a personne, donc quelqu'un qui est malin, qui se cache parce qu'il veut pas. Parce que typiquement, ça peut être un cas, en fait, la personne a pris un produit, en fait, elle a oublié qu'il fallait prendre une photo, quoi. Donc ça peut être un cas qui peut être possible. Voilà, et donc dans ce cas-là, on voit que il y en a aucun. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller regarder, on va quand même tester parce qu'on se dit, j'ai détecté personne, mais je vais récupérer toutes les sessions qui sont actives. Si ça se trouve, il n'y a qu'une personne dans le magasin. Du coup, si on n'a qu'une, c'est facile, je lui attribue. Sinon, là, on a 2 personnes. Donc, dans le doute, on va l'enregistrer en erreur. On va avoir le stock qui est à jour. Par contre, on va dire, non, j'ai pas réussi à détecter, je vais pas mettre un peu au pif. Donc, voilà, je saurais qu'il y aura une erreur, mais je pourrais le tracer derrière pour essayer d'améliorer le prototype. Ok, du coup, ce que je peux faire, c'est peut-être sortir. Donc, je ferme la session, donc je badge en partant. Et donc, il prend encore une photo et je sors. Donc là... ce que tu peux faire, c'est que tu peux expliquer un petit peu. Ouais, donc là, en fait, on est en enter mode faux, en fait, parce qu'on a détecté que en fait, la personne veut sortir. On va mettre à jour, en fait, la date de fin de la session de la personne et on va tomber dans une autre function, toujours avec une queue intermédiaire, pour, en fait, envoyer un mail. Et là, en fait, on va récapituler entièrement sa session. Et donc, normalement, tu as reçu un mail. Alors, on va voir ça. Hop, effectivement. Donc on peut voir, alors c'est le dernier, c'est le dernier. Donc où on dit voilà, merci de votre passage au EHPAD Go. Vous êtes passé à 17h37 la date, donc ça a duré 4 minutes 32 secondes et vous avez récupéré 2 produits. Forcément, puisque il y a le premier cas où il m'avait détecté que moi et le deuxième cas où il a déduit que c'était moi parce que j'étais un peu plus degré de certitude. Donc voilà, on est tout de suite informé. Donc si maintenant il y a une usurpation d'identité ou quelque chose, on a l'information. Et donc, bilan du projet. Alors, on avait plusieurs objectifs. On avait parlé de simplicité. Déjà, pour que le projet on puisse imaginer une réalité derrière, c'était simplicité d'utilisation. Il ne fallait pas que ce soit un frein ou qu'il y ait un problème au niveau de l'adoption derrière. Donc, on s'est dit, utilisation du badge à l'entrée et à la sortie. Donc, ça permet de déclencher le truc. Si maintenant, parce que souvent les employés auront déjà un badge, si ce n'est pas le cas, on peut imaginer un bouton, peu importe, pour déclencher ça. La reconnaissance faciale, forcément, c'est naturel. À partir du moment où on leur dit, essayez pas de vous cacher. Ça va. L'avantage, c'est qu'on va être quand même sur les employés, donc c'est un peu plus facile de leur dire c'est censé vous faciliter la vie, essayez pas de le triquer. Et on a vraiment un véritable Just Walk Out technologie, Just Walk Out system, comme Amazon l'a fait. Ensuite, simplicité de déploiement. Donc, on l'a vu là, en fait, tous les services cloud, en fait, on a la possibilité d'exporter tout ça sous forme de template ARM, donc Azure Resource Management. Et en fait, c'est un modèle qu'on va pouvoir redéployer. Donc, on peut, quand on a besoin de déployer une nouvelle instance, toute la partie service, on va pouvoir la dupliquer. Et derrière, pour tout ce qui est matériel, en fait, on va se servir de l'IoT Hub. Donc, en fait, l'idée, c'est que ce soit les Arduino, les Raspberry, en fait, quand on va les allumer, les brancher avec le réseau, ils vont aller s'identifier. Et à partir de là, on va les détecter. Et en fait, on va pouvoir leur pousser toute la configuration, tout le soft, et déployer des nouvelles versions sans avoir à intervenir sur site. Donc c'est assez intéressant. Et là, ça reste vraiment très simple. Ensuite, sur le budget, puisque c'était un point quand même important, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que sur le budget de notre proto là qu'on a fait, au final, le vrai budget, c'est le matériel. Alors, c'est aussi dû au fait que, comme on n'est que dans des services où on paye par rapport à l'usage et que pour tout ce type de service sur Azure, il y a soit des versions gratuites, soit des versions très peu chères. En fait, au final, on s'en sort bien parce que par rapport au volume d'activité qu'on va avoir, au volume d'appels, sur les functions, on rentre sans problème dans le mode gratuit avec le prototype. Après, si on fait un gros stock, il y a beaucoup de mouvements, ça va être différent. Mais dans le cadre d'un EHPAD, ça va bien se passer. Normalement, on ne devrait pas dépasser ou alors ce sera très peu cher. Sur la partie Azure Service Bus et IoT Hub, on a un tarif qui est de 4,3 cents par mois par million d'opérations.
On est plutôt là. C'est raisonnable. On est plutôt là. Comme on vous a dit sur la V2, on a pris un SQL plutôt qu'un Cosmos, parce que Cosmos c'est très bien et c'est très puissant pour des très grosses applications pour scaler à fond. Mais au final, nous on n'a quasiment pas de données, c'est assez petit, donc un SQL fait très bien le boulot et est 5 fois moins cher. Enfin, les Cognitive Services, c'est pareil par rapport à l'usage qu'on a, on rentre dans la version gratuite, alors très peu cher parce qu'avec le mode gratuit, on a droit à jusqu'à 30 000 reconnaissances par mois. Donc là, on est assez large. Ensuite, du coup, le matériel, c'est le coût de 2 Raspberry Pi plus 4 webcams USB plus un lecteur de badge RFID pour le badge. On en est pour 228 €. Et le Arduino avec un petit starter kit, les câbles et 2 capteurs de poids, 47 €. Donc c'est assez intéressant. Bon, on n'a pas compté le poids des tablettes en bois qu'on a découpées, mais c'était pas très cher. C'était de la récup. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on a ce proto, là, en fait, pour le faire tourner dans Azure, avec le volume qu'on a, ça va nous coûter 4,29 € par mois. Donc pour le coup, il y a vraiment une possibilité de faire des choses derrière. On peut même imaginer un modèle économique pour les EHPAD où on fait une location du matériel pour leur permettre d'amortir le coût plutôt que de faire l'achat en direct. Et donc pour la suite, on a plein d'idées parce que ce qu'on disait, c'est par exemple à la fin, on reçoit l'email avec le récapitulatif et donc on peut être informé. Je parlais d'usurpation d'identité, mais par exemple, je peux très bien prévoir, comme j'ai le récap complet, de mettre un lien pour que mes employés puissent me signaler quand il y a une erreur. Je n'ai pas été bien détecté, il y a eu un problème pour essayer d'affiner un petit peu, d'avoir des résultats par rapport à la qualité de ce que je détecte. Également, via les services bus, on peut diffuser en fait dans toutes nos opérations, diffuser ces données vers un espace de stockage, même un data lake ou des trucs pour faire de l'analyse, pour faire des dashboards. Et on peut, par exemple, parce qu'on s'était dit, un des usages qui peut être pas mal une fois qu'on a ça, c'est de se dire, j'ai le stock qui diminue, dès que je peux mettre un petit système automatisé pour dire dès que j'arrive à tel stock, direct je lance une commande. Mais on peut faire quelque chose d'encore plus intelligent avec par exemple un modèle sur Azure Machine Learning où en fait on va faire la prédiction par rapport à la vitesse à laquelle nos objets sont prélevés et le temps de livraison qu'on a pour être sûr de lancer la commande au bon moment. Donc on a plein d'idées. Et donc la suite qu'on espère là, c'est qu'on est en train d'essayer de voir pour essayer de lancer un prototype réel en fait dans un EHPAD pour tenter de voir et de le confronter un peu à la réalité parce que là forcément c'est le mode hackathon, donc on arrive encore à faire des petits trucs et il faudrait essayer de voir, notre modèle est déjà prévu pour qu'on ait plein de capteurs, plein de caméras, donc ça c'est déjà prêt pour diffuser. Au niveau de l'architecture maintenant, au niveau du matériel, nous on avait fait un truc un peu plus restreint. Donc voilà. Alors des cadeaux. on a reçu l'information, du coup on a une petite slide à vous montrer puisqu'il y a eu des tirages au sort pour les différents lots à gagner. Donc du coup voilà, si vous voyez votre nom ici, si vous êtes là-dedans, vous avez gagné. Et du coup rendez-vous au vestiaire avec votre badge pour récupérer votre cadeau. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu pour cette dernière session. Merci en tout cas d'être venu, ça nous a fait plaisir de vous présenter ça. Et voilà, merci à vous. Et puis si vous avez des questions, on est disponible. On va laisser partir ceux qui veulent parce que c'est la fin de la journée et on ne va pas vous retenir en otage. Mais voilà, n'hésitez pas. Ouais, question ? Ouais. Si, allez-y. Hein. Alors, on n'avait pas de jumeaux. Donc, si vous avez des jumeaux dans la salle, n'hésitez pas. On va essayer, on va prendre des photos, on va entraîner, on va tester. Mais bon, alors je pense que, si c'est des jumeaux parfaits, j'imagine que ça peut y avoir un problème. Alors, dans le magasin Amazon, c'est différent parce que là, en fait, on peut nous se dire, on a une base de nos employés avec des photos à eux qu'on conserve parce que c'est nos employés, qu'on leur fait signer, c'est restreint. Dans le magasin Amazon, c'est différent parce qu'à partir du moment où vous avez l'application, ils ne vont pas pour autant dire « Ah, vous m'autorisez à prendre des photos de vous, comme ça je vous garde et je vous reconnais partout ». On n'est pas trop chaud de base pour ça quand même. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent au moment où tu rentres, en fait, les personnes rentrent une à une. Donc au moment où je rentre, je le suis et en fait, comme ils font de la vidéo, ils suivent tout le long. Ouais, ils suivent en fait. Vous avez peut-être vu des vidéos en permanence dans le magasin, quoi. C'est ça. Ouais. Vous avez peut-être vu des vidéos, il y avait des démos un peu comme ça qui passaient, par exemple sur LinkedIn ou YouTube, où on voit vraiment un magasin avec toutes les données qui sont analysées en direct et qui s'affichent. Donc là, quand on fait du suivi vidéo, du coup, ça règle le problème parce que vous lâchez pas la personne. Mais bon, forcément, après, c'est pas c'est pas pareil. D'autres questions ?
Oui. Oui. En fait, vous avez expliqué pourquoi vous voulez d'abord faire la mise à jour du stock, parce que voilà, ça semble plus crucial. Mais sauf que je ne vois pas pourquoi c'est plus crucial, parce que c'est du stock physique. Donc il ne peut pas à un moment donné y avoir un stock -1. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre d'abord la photo et puis faire la mise à jour du stock? On pourrait, en fait, l'idée c'était aussi de tester un peu ce mode de communication complètement asynchrone et en fait, l'idée c'était de dire on veut quelque chose qu'on peut complètement, genre là on a un Arduino avec 2 capteurs et on veut en mettre 10 et que ça marche pareil. Et au final, simplement le fait d'en mettre 10, chacun a un identifiant, il envoie dans la queue sans se préoccuper du reste. Et en fait, on peut avoir un Arduino qui va commander les caméras pour 10 capteurs différents. Et en gros, il va s'abonner à un type de message particulier qui va dire « Ok, c'est moi qui vais le prendre ». Et ça permet de diffuser vraiment sans avoir de frein, d'imaginer qu'on a une configuration particulière entre les branchements, ce genre de choses. Après, on voit qu'avec tous les passages qu'on fait, généralement, la commande, elle se fait de l'ordre d'une seconde. Généralement, quand on a une bonne connexion, on est en dessous de la seconde. Mais bon, donc c'est pas parfait. C'est aussi pour ça qu'on va essayer de le confronter et d'adapter un petit peu par rapport à ce système-là. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, en plus de mixer le côté Raspberry et Arduino, parce qu'on s'est dit, bon, pour commander plusieurs caméras, le Raspberry, ça va bien marcher, le Arduino, ça va être plus compliqué. Par contre, pour les capteurs, le Arduino s'y prête très bien et il est beaucoup moins cher. Donc on a essayé de faire ça et comme ça nous a permis de mixer un peu les deux et de voir quels étaient les freins et les capacités de chacun. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de l'algo qui est derrière de la reconnaissance faciale? Ah ben, il y en a si vous en cherchez maintenant l'algo. Là, c'est un algo qui est préparé, entraîné par Microsoft maintenant. Il me semble que c'est du réseau de neurones derrière qui tourne en fait. Après, précisément ce que c'est, je ne sais pas exactement. Ouais, voilà. Bah, en fait, on le configure en lui donnant des visages. Après, c'est spécialisé visage. Si vous avez, par exemple, si vous voulez faire de la reconnaissance d'autres choses, vous avez l'API Custom Vision, où là, vous allez vraiment plus préciser. Vous allez lui donner des images, l'apprendre à taguer, à reconnaître certaines choses. Et du coup, c'est vraiment plus custom. Mais là, pour le coup, c'est un peu plus de boulot pour avoir un truc qui va être vraiment efficace. Là, c'est ultra spécialisé. Reconnaissance des Il y a plusieurs niveaux d'API là-dedans, quoi. Nous, on a vraiment pris l'API la plus haut niveau qui nous permettait rapidement en fait, d'avoir des résultats. Par contre, il y a des API un peu plus bas niveau en fait, qui permettent d'avoir plus la main sur ce que vous voulez reconnaître. Ça peut être des objets, ça peut être peu importe. Et après, vous avez la possibilité avec du Azure Machine Learning en fait, de faire du R, du Python, voilà, tous les langages que vous voulez, et de l'exposer après sous forme de service comme vous aurez là, mais vous avez fait vraiment tout custom. Par contre, ça demande aussi d'autres compétences. Là, c'est vraiment out of the box pour les développeurs et c'est génial parce qu'on a déjà plein de possibilités. D'autres questions? Ok, bon, merci super. et puis merci bonne soirée.